Bonjour, c'est Michel Drac. Alors aujourd'hui, je ne vous présente pas un livre puisque c'est la vidéo d'actualité du mois de janvier avec quelques jours de retard puisqu'elle sort début février. Trump est sous les attaques. Ce sont des attaques d'ailleurs qui portent plus visiblement sur la personne du président que sur sa politique. Rex Tillerson, le ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, aurait traité le président Trump de crétin. Il a démenti par la suite. Trump s'est engagé à passer éventuellement un test sur ses capacités cognitives. Enfin, tout ça est assez ridicule entre nous. Trump a également défrayé la chronique en employant une expression inappropriée, pour parler comme les Américains, à propos d'un certain nombre de pays qui sont sources de flux migratoires importants. Il a parlé, je crois, de shitholes. En français, on pourrait effectivement traduire ça par pays de merde ou trou infâme, quoi. C'est effectivement une expression extrêmement violente. Trump a dit qu'il n'avait pas employé cette expression-là, des gens ont dit qu'il avait employé des expressions pires, tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais ça a été exploité par les adversaires du président pour essayer d'entretenir l'opinion publique dans l'idée que Donald Trump est un président indigne. Ce qui n'a rien arrangé, c'est que le Daily Stormer, qui est un média américain, on va dire, très très marqué dans ce qu'il est convenu d'appeler l'extrême droite, connu pour des positions qui sont considérées en général comme racistes, a apporté son soutien à Trump, en disant « Bravo, enfin nous avons un président qui est sur la même longueur d'onde que nous, alors dans le genre baiser qui tue, on fait difficilement mieux. » Pour tout arranger, il y a eu un court shutdown aux États-Unis, c'est-à-dire que les républicains et les démocrates n'ont pas pu se mettre d'accord pour voter le budget dans les temps. Alors ça a toujours aux États-Unis des conséquences, disons en tout cas très fortes sur le plan symbolique, même quand le shutdown est court, ce qui a été le cas ici. Il y a une fermeture partielle de l'administration fédérale. Les activités de nombreuses agences fédérales telles que les services fiscaux sont réduites. Et en théorie au moins, je ne sais pas exactement comment ça se passe en pratique, les militaires américains peuvent voir leur paye suspendue faute de budget. Bon là, ça n'a duré que quelques jours, mais c'est un signal annonciateur des problèmes qui pourraient survenir dans les mois et les années qui viennent. Ça va être compliqué pour Trump de gouverner les États-Unis. Alors, bien entendu, Trump contre-attaque, car l'animal a du ressort. Bon, cette contre-attaque se fait en plusieurs temps. Elle se joue sur plusieurs fronts. Il y a un premier front qui est que Trump doit essayer de conserver l'appui, on va dire, de ce que l'on appelait jadis la moral majority, qui n'était ni morale ni majoritaire d'ailleurs, disons l'Amérique qui veut une révolution conservatrice. Récemment, il y a eu à Washington la marche pour la vie, pour le 45e anniversaire de l'arrêt Roe versus Wade. C'est l'arrêt qui a ouvert la porte à l'avortement, à l'égalisation de l'avortement aux États-Unis. On sait que si Trump est en cours de mandat, en situation de nommer un deuxième juge conservateur à la Cour suprême, un revirement sur cet arrêt crucial pourrait avoir lieu. Et ça pourrait entraîner une remise en cause de la législation sur l'avortement aux États-Unis. Trump a pris la parole par écran interposé à l'issue de cette marche pour la vie,
ce qui est un message très fort adressé aux gens de cette tendance. Il y a eu récemment création d'une nouvelle division ministérielle consacrée aux libertés de conscience et religieuses, qui va probablement soutenir les personnels médicaux qui refusent certaines tâches relatives aux avortements. Je pense que la carte que joue Trump, qui est en difficulté à l'égard de cet électorat depuis en particulier qu'il a marginalisé puis exclu de son équipe Steve Bannon, qui était un petit peu le représentant de l'alt-right à l'intérieur de la Maison-Blanche, bien la carte que joue Trump, c'est la résurrection de la moral majority. Il va avoir du mal à donner à cet électorat tout ce que cet électorat espère en matière de lutte contre l'immigration. Il va réussir à faire des choses, il va probablement pouvoir, bon an, mal an, faire construire une partie au moins du mur qu'il voulait construire avec le Mexique. Mais ça va être difficile, les démocrates lui mettent des bâtons dans les roues. Tout le monde, en plus, n'est pas forcément convaincu de l'utilité de ce mur. Pour lutter contre l'immigration clandestine, sans doute, mais beaucoup de gens ont fait remarquer, par exemple, que ça ne changerait rigoureusement rien au trafic de drogue, alors qu'au départ, certains avaient dit que ça pourrait avoir un rôle, ça n'en aura évidemment pas. Il y a un problème budgétaire, le Mexique ne veut pas payer pour le mur, ce qui était tout à fait prévisible. Alors Trump menace d'utiliser les négociations, la renégociation de l'ALENA, l'accord de libre-échange avec le Mexique, pour faire payer le Mexique à travers des droits de douane. Encore faut-il que ça soit compatible avec les intérêts bien compris des États-Unis sur le plan commercial. Les Américains ne peuvent pas non plus se couper totalement de leurs voisins du Sud, qui, rappelons-le, est en très grande difficulté, qui est un État au bord de l'explosion, et ça n'arrangera pas non plus les Américains si cet État explose complètement et s'ils se retrouvent sur leur marge sud avec une grande zone d'instabilité. Donc tout ça est très compliqué, et ça va être difficile pour Donald Trump de donner à l'électorat alt-right tout ce que cet électorat espérait sur l'immigration, et j'ai l'impression que Trump se prépare à se rattraper en quelque sorte en partie en ressuscitant la moral majority, en mettant davantage en avant une autre revendication qui est très chère à cet électorat, qui est la révolution conservatrice sur le plan des mœurs. En plus, ça a l'avantage pour Trump de resserrer les liens avec son vice-président Pence, dont il n'a en théorie pas tellement besoin, mais dont le soutien pourrait en pratique être assez important. Bref, il y a un mouvement là, un mouvement tactique qui est en train d'être accompli par Donald Trump. Un autre aspect de la contre-offensive Trump, c'est la communication sur les succès de l'administration Trump en matière économique. Alors là, il faut être très clair, que ce soit chez les détracteurs de Trump, qui lui ont mis sur le dos le fait que malgré ses promesses, l'emploi a continué à baisser dans l'industrie automobile. Ce qui est vrai. L'emploi a légèrement baissé en 2017 dans l'industrie automobile aux États-Unis. Ou chez les partisans de Donald Trump, qui disent sa politique est géniale, regardez, on a le plein emploi aux États-Unis, regardez le taux de chômage. Tout ça, c'est absolument n'importe quoi. On connaîtra l'effet de la politique de Trump quand elle aura été déployée, et comme il n'y a que quelques semaines que Trump a réussi à faire passer son package fiscal, comme les accords de libre-échange sont en cours de renégociation et qu'il faudra du temps pour que tout ça soit renégocié, on peut dire qu'on commencera à avoir une vague idée de l'impact de la politique de Trump dans 1 an, et même plutôt, à mon avis, dans 2 ans. Mais à ce stade, c'est beaucoup trop tôt. La politique en question n'a même pas commencé à être déployée en réalité, sauf pour quelques détails précis sur lesquels Trump pouvait agir. Par exemple, il a réussi à obliger Apple à payer davantage d'impôts aux États-Unis, ce qui était une de ses promesses de campagne.
Là encore, on retrouve le problème à l'intérieur des États-Unis que, bien entendu, tout ça va mettre le capitalisme de la nouvelle économie sur le dos de Donald Trump. C'est-à-dire que chaque victoire qu'il remporte lui permet de solidifier certaines alliances. En l'occurrence, ici, un certain nombre d'acteurs à l'intérieur des États-Unis qui en avaient un petit peu marre de la dictature de la nouvelle économie, des acteurs de la nouvelle économie sous Obama. En l'occurrence, si on veut être plus précis, il faut quand même savoir qu'il y a maintenant à la Maison-Blanche un National Economic Council qui est présidé par un monsieur qui s'appelle Gary Cohn, qui est un ancien vice-président de Goldman Sachs, que ce monsieur Gary Cohn a été amené là en quelque sorte pour donner la caution des grandes banques de Wall Street à une instance qui est charpentée par le vieux capitalisme industriel américain, General Motors, General Electric. C'est eux qui sont en arrière-plan à la Maison-Blanche en train d'impulser la politique économique en grande partie. Bon. Donc vous voyez, on est dans cette situation, et alors tout ce que vous pouvez lire sur « oui, Trump c'est génial », il a réussi à amener le plein emploi aux États-Unis, c'est une blague. Les statistiques du chômage aux États-Unis étaient truquées sous Obama et elles sont toujours truquées sous Trump. Donc ça n'a aucune importance, tout ça c'est du pipeau. Tout ce qu'on vous raconte à l'inverse sur Trump, c'est une catastrophe, l'emploi ne se redresse pas, ça veut rien dire non plus. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. On sait simplement qu'il a fait un certain nombre de choix de court terme qui indique qu'il va vers une certaine forme de protectionnisme, mais assez light. Il veut surtout renégocier les accords, il ne veut pas vraiment les faire exploser en plein vol. Il le fait en lien avec le vieux capitalisme américain. Pour l'instant, les grands acteurs de Wall Street, les grandes banques de Wall Street, sont encore relativement neutres à son égard, ce qui n'était pas gagné d'avance, étant donné la façon dont les choses se sont passées pendant sa campagne, mais il s'est mis à dos le capitalisme de la nouvelle économie. Voilà. Punto, à ce stade, sur le bilan économique de Trump, c'est pratiquement tout ce qu'on peut dire, et tout le reste, ce n'est que de la propagande de gens qui exploitent des points de détail pour vous faire croire ou que c'est génial ou que c'est nul. Aucune importance. Enfin, le dernier axe de la contre-offensive Trump, c'est contre le FBI. Alors, c'est très clair, Trump, dès le départ, avait vocation à avoir des ennuis avec la communauté du renseignement aux États-Unis. Il semble qu'il ait réussi, bon an, mal an, à trouver un modus vivendi avec la CIA. Il faut voir que la Maison-Blanche de Trump, il y a beaucoup d'influence à l'intérieur, mais que via Jared Kushner, il y a des influences qui renvoient au vieux réseau du Parti républicain, bien implanté dans le swamp, n'est-ce pas, le marais de Washington, bien implanté dans la communauté du renseignement. Derrière Jared Kushner, on retrouve un conseiller occulte qui s'appelle Henry Kissinger. Il est toujours là. Il est toujours là. Et il a joué un rôle dans les premiers mois de la présidence Trump. Je ne sais pas si son état de santé va lui permettre de continuer longtemps, mais il est toujours là apparemment. Bref, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont relativement en situation, je pense, de gérer ce président difficilement gérable, et ça s'est, pour l'instant, semble-t-il, pas trop mal passé avec la CIA, pas trop mal passé avec la NSA, même si c'est difficile de savoir exactement qui joue quel jeu dans ce marigot. En revanche, ça s'est clairement très mal passé avec le FBI, parce que le FBI a conduit des enquêtes sur ce qu'on appelle là-bas en particulier l'affaire russe, c'est-à-dire les liens supposés de l'état-major de campagne de Trump avec certains acteurs de la Russie, et donc il y a une suspicion d'ingérence du Kremlin dans les élections américaines. Et Trump a considéré que c'était de la part du FBI une attaque délibérée renvoyant à une influence politique démocrate. En particulier, on sait que un monsieur Andrew McCabe,
qui était directeur par intérim du FBI, et qui était un ami proche d'un monsieur James Comey, qui était l'ancien directeur du FBI, qui a été viré par Trump il y a quelques mois, eh bien on sait que monsieur McCabe a une épouse qui s'est engagée sous l'étiquette démocrate dans une élection en Virginie récemment. Bon, donc c'est vrai que le FBI a probablement été instrumentalisé à des fins politiques, cela dit, c'est une grosse machine bureaucratique et elle ne peut pas ouvrir ou fermer une enquête comme ça ne fonctionne tout simplement pas comme ça. Et la contre-offensive de Donald Trump est en train de mettre les États-Unis, en l'occurrence dans une situation qui est assez périlleuse. Il y a une division au sommet, ça se voit, et la communauté du renseignement est prise en otage de lutte politique aux États-Unis de façon très très claire. On voit que Donald Trump a cherché et trouvé des terrains d'entente avec la communauté du renseignement aux États-Unis, parce qu'on retrouve clairement dans la rhétorique actuelle de l'administration Trump des éléments qui sont tout à fait à l'opposé de ce qu'essayait d'y injecter quelqu'un comme Steve Bannon, mais qui correspondent tout à fait à certains éléments que voulaient injecter dans la politique américaine des proches conseillers d'Hillary Clinton à l'époque où ils pensaient que c'était elle qui allait gagner les élections. On retrouve par exemple dans les propos de l'actuel ministre américain de la Défense, qui a présenté la stratégie de défense nationale récemment, la rhétorique relative aux menaces croissantes venant des puissances révisionnistes que sont la Chine et la Russie. C'est la rhétorique de Robert Kagan, qui était un des principaux conseillers d'Hillary Clinton avant son échec de novembre 2016. Il y a une constance dans ce que font les dirigeants américains qui vient du fait que même si Trump ne laisse personne indifférent, même s'il offre au monde un show à l'américaine sans précédent, d'ailleurs, on en parlera en détail dans une prochaine note de lecture, je pense que ce sera même la prochaine, je vous l'annonce tout de suite, puisqu'il n'y a pas de raison de différer. On va se faire, je pense dans une semaine, Fire and Fury, Inside the Trump White House, de M. Michael Wolff, le feu et la fureur à l'intérieur de la Maison-Blanche de Donald Trump. On va un petit peu faire le point sur tout ce qui se passe dans ces petits milieux dont l'évolution, évidemment, conditionne pas mal de choses. En attendant, une chose est certaine, on retrouve bien la rhétorique de Robert Kagan aujourd'hui dans les propos de l'administration Trump. Steve Bannon est bien mort en politique étrangère. Alors, un des paradoxes de la situation de Donald Trump, c'est que curieusement, il n'est pas exclu que ses ennuis ne lui rapportent et ne rapportent aux États-Unis. Ce que je veux dire par là, c'est que, ça va faire la transition vers la tendance qu'on va voir maintenant, qui est la tendance euro-divergence. Lorsque l'euro-dollar évolue de telle sorte, si vous voulez, que la valeur du dollar en euros diminue, eh bien, ça arrange évidemment les États-Unis en termes d'exportation, en termes de balance commerciale. Et c'est assez amusant de constater que on a pu remarquer ces dernières semaines que le cours de l'euro en dollars, ou du dollar en euros si vous préférez l'inverse, tout ça évoluait beaucoup en fonction des signaux politiques des deux côtés de l'Atlantique. C'est-à-dire que lorsqu'il s'avère qu'il y a une grande incertitude, une grande instabilité aux États-Unis à cause des problèmes de Donald Trump, le dollar baisse. Mais c'est bon pour les États-Unis. C'est une forme de protectionnisme spontané, c'est une sorte de guerre des monnaies qui se fait sans avoir besoin d'être déclarée, simplement à cause des problèmes de Donald Trump. C'est assez amusant. Et en Europe, on a un peu le symétrique, c'est-à-dire que quand la zone euro a des problèmes, par exemple parce que l'Allemagne n'arrive pas à doter d'un gouvernement, c'est pareil, il y a une difficulté à faire une prévision, il y a une incertitude sur la zone euro, alors l'euro a tendance à rebaisser.
Là, actuellement, il a remonté parce que l'Allemagne s'est dotée d'un gouvernement et du côté américain, le dollar a baissé parce que Trump a des problèmes, vous voyez. Mais alors, ce qui est curieux, c'est qu'en fait, ça va arranger les États-Unis dans les mois qui viennent. Évidemment, c'est pas calculé, c'est pas fait exprès, mais c'est amusant de voir que c'est justement à cause de ces ennuis en matière de gestion du marigot, du swamp de Washington, que Trump pourrait en quelque sorte, à l'insu de son plein gré, atteindre un de ses objectifs, c'est-à-dire redresser la balance commerciale des États-Unis en faisant baisser les importations allemandes venant d'Allemagne en particulier. C'est très drôle. Bon, alors maintenant passons à la tendance suivante, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Alors la situation est simple, l'Union européenne est au bord de l'explosion. Je vais lister un certain nombre de faits dont les médias français parlent assez peu, je crois, dans l'ensemble. La Grèce a été touchée récemment par un mouvement de grève assez dur pour protester contre une réforme restreignant le droit de grève, une réforme qui a été exigée par les créanciers du pays. Les hôpitaux ont fonctionné en service minimum, les bateaux dans les ports étaient bloqués à quai. Il y a eu une manifestation assez importante, 9000 personnes dans le centre d'Athènes. La police a dû faire usage de gaz lacrymogène, il y a eu des incidents nombreux, les manifestants ont pour certains d'entre eux voulu marcher vers le Parlement. Origine de tout ça, j'ai envie de dire comme d'habitude, une batterie de mesures, nées d'inspiration néolibérale, que la Grèce s'est engagée à adopter auprès de l'UE et du FMI pour obtenir le déblocage d'une nouvelle tranche de prêts, 4,5 milliards d'euros en l'occurrence. On ne vous en parle pas, mais la Grèce, en fait, continue de couler. Elle poursuit sa descente aux enfers, alors un peu moins vite, parce que maintenant elle commence à s'approcher du fond, donc on tangente, mais ça continue. En Italie, où on n'en est pas encore là dans la crise, mais où on s'engage sur la même pente, là, depuis plusieurs années, le M5S de Beppe Grillo pourrait bien arriver au pouvoir ou créer une situation où il n'y aurait pas de majorité capable de gouverner. Il y a des législatives en mars 2018 et ce que je vous disais la dernière fois se confirme, c'est très incertain et ça va être très important. Potentiellement, nous sommes peut-être à quelques semaines d'un krach majeur sur la zone euro à cause des législatives italiennes qui voient également une forte progression de la Ligue du Nord. Nous avons Berlusconi en embuscade. Ce serait drôle, je dois dire, de voir revenir Berlusconi. Ça serait un petit peu je pense, la cerise sur le gâteau pour Madame Angela Merkel, qui en a pris plein la gueule ces derniers mois, et qui en plus aurait le plaisir de voir revenir, n'est-ce pas, son grand ami Silvio. On verra comment ça va se passer, mais en tout cas, les Italiens risquent bien de créer un sacré problème à l'intérieur de la zone euro. En Allemagne même, alors ils ont réussi donc à constituer un gouvernement de coalition. Finalement, ça sera le retour à la coalition CDU, CSU et SPD. On ne peut pas parler de grande coalition puisque à eux deux réunis, ils ne représentent jamais que 53% des suffrages. C'est pas énorme. Les sociodémocrates ne sont pas du tout enchantés à l'idée de participer à cette coalition. Martin Schulz s'y est résolu parce qu'il n'avait pas tellement possibilité de dire non, parce que s'il disait non, il portait la responsabilité de l'ingouvernabilité de l'Allemagne. Mais en fait, le SPD est menacé là de suivre la route prise par le Parti socialiste français, c'est-à-dire que s'il gouverne encore 1 ou 2 ans, avec l'impopularité que ça va entraîner, s'il est obligé, comme il semble devoir le faire, de s'aligner très souvent sur les positions de son partenaire dominant, qui est la CDU-CSU, on va se retrouver avec un SPD qui ne sera même plus le deuxième parti d'Allemagne, mais le troisième, parce qu'Alternative Deutschland va passer devant. Là, l'AfD est parti pour doubler le SPD. L'AfD, qui s'installe d'ailleurs maintenant au Bundestag, qui a obtenu des présidences de commission, qui devient un parti institutionnel en Allemagne. Parce que la constitution allemande fait que ce que le Front National n'a jamais réussi en France,
L'AfD est en train de le réussir en Allemagne. À un certain moment, ça va poser la question d'une autre coalition possible, sur le modèle autrichien, entre l'aile droite de la CDU-CSU et l'AfD. Il n'est pas exclu que dans quelques années, l'Allemagne rejoigne l'Autriche sur cette ligne. Cette Allemagne-là, une Allemagne qui intégrerait l'AfD avec son euroscepticisme, pourrait-elle continuer sérieusement à faire fonctionner une zone euro à l'intérieur de laquelle on aurait trouvé un gouvernement mouvement 5 étoiles en Italie? Là, je pense que ça commence vraiment à sentir le sapin pour l'Euroland tel qu'on l'a connu jusqu'ici. Qu'est-ce qui en sortira, je ne sais pas, mais à mon avis, il va se passer quelque chose. Et puis, indépendamment même de la question économique, il y a aussi ce qui se passe dans les pays du groupe de Visegrad. En République tchèque, Miloš Zeman, un président pro-russe, a gagné les dernières élections. Il a réussi à être reconduit. Il a beaucoup fait sa campagne sur l'opposition à la politique d'accueil des migrants. Et le Premier ministre tchèque, Babiš, a confirmé que, en tout cas sur le strict plan de la tactique électorale, Zeman avait eu raison. Babiš a déclaré la chose suivante: si l'UE nous impose des quotas de migrants, l'extrême droite sera à 30%. Donc il faut se représenter à quoi pourrait ressembler la tour de Babel européenne, mais là, bientôt, dans quelques mois, avec autour de la table une Angela Merkel menacée de perdre le soutien ou de l'aile droite de la CSU si les élections régionales en Bavière dans quelques mois voient une percée de l'AfD, ou du SPD qui décidera peut-être de ne pas se faire harakiri avec elle. Donc une Angela Merkel extrêmement fragilisée, potentiellement une recomposition politique complète en Allemagne qui pourrait amener au pouvoir une droite relativement eurosceptique, ce qui est une nouveauté en Allemagne. Une Italie qui pourrait être, pourquoi pas, dirigée par des émules de Beppe Grillo, ou avec un gouvernement en tout cas incluant le mouvement 5 étoiles, qui a des positions extrêmement eurosceptiques, là encore, en tout cas à l'égard de l'euro, de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et puis les Tchèques qui expliquent en gros que si on les embête encore avec ces histoires de quotas de migrants, ils vont faire exploser la maison, quoi. Parce que quand on dit on va avoir l'extrême droite à 30%, attention, là-bas l'extrême droite c'est l'extrême droite, hein. Dans ces pays-là c'est pas comme chez nous. Chez nous, être d'extrême droite, ça veut dire que tu plais pas à BHL. Bon. Mais en Europe de l'Est, être d'extrême droite, ça veut dire être d'extrême droite. Hein. Franchement, la tour de Babel européenne commence à ressembler à la tour de Pise. Hein. Ça penche bigrement. Alors, est-ce que ça va exploser dans le désordre? Je ne sais pas. D'ailleurs, je pense pas que ça soit à souhaiter. En revanche, je pense que ça va être intéressant de regarder ce qui va se passer dans les mois qui viennent, parce qu'on est peut-être à la veille d'une grande reconfiguration. D'abord, on a le Brexit. Le Brexit change les rapports de force à l'intérieur de l'Union européenne, et il les change d'une façon qui ne plaît pas forcément aux Allemands. La France se trouve dans une position intéressante, puisqu'elle est militairement et géostratégiquement très liée à la Grande-Bretagne, et Macron a récemment réaffirmé ce lien, et en même temps, elle est indispensable à l'Allemagne pour le pilotage de l'Europe. Donc il y a une carte à jouer pour la France dans cette reconfiguration. Les Britanniques d'ailleurs ne s'y trompent pas. Récemment, un monsieur David Lidington, qui est secrétaire d'État auprès du cabinet de la Première ministre, Madame Theresa May, a fait une déclaration, je trouve, assez intéressante.
Bon, il a dit que la Grande-Bretagne ne changerait pas d'avis sur le Brexit, car après avoir pris une décision par référendum, on ne peut pas revenir sur cette décision. C'est assez drôle de constater que dans la monarchie britannique, visiblement, on respecte la parole populaire beaucoup plus que dans la République française. En tout cas, dans la monarchie britannique de 2018, on respecte beaucoup plus la parole populaire que dans la République française de 2005. Mais bon, ça, c'est pas grave. On a l'habitude. On sait que la République française, c'est une démocratie. Ouais, bon. C'est une démocratie, on va dire. Ouais, bon. Et par contre, ce qui est intéressant dans ce qu'a dit M. Lidington, c'est que il précise, il se peut que dans l'espace d'une génération, nous nous trouvions devant une UE qui serait configurée différemment de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors je pense que ça, de la part d'un Britannique, je vais vous donner mon déconnage, mais vous voyez, moi je vois le mal partout, je pense que Albion est toujours aussi perfide, je pense que ça veut dire que si demain, les Italiens décident d'envoyer paître les autorités monétaires de la zone euro, ils trouveront une oreille compatissante à la City of London. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense que les Britanniques n'ont pas renoncé à avoir leur Europe, l'Europe qui leur plaît, qu'ils se sont aperçus que décidément c'était pas celle que voulaient les Allemands, et que dans ce jeu-là, la France, effectivement, a une politique de la bascule intéressante à pratiquer. En tout cas, on n'a pas fini de nous marrer, ça va être intéressant. Quel rôle joueront dans ce cadre-là les conventions démocratiques, qui sont un des grands projets d'Emmanuel Macron et qui devraient avoir lieu normalement à l'été 2018 en Europe? Alors apparemment, elles seront rebaptisées consultations citoyennes. Je ne sais pas très bien tout ce que ça veut dire d'ailleurs, quelle novlangue. Et elles devraient, d'après les hautes autorités, n'est-ce pas, servir de base à l'élaboration d'une feuille de route brève. Ah ça c'est bien. Bref, s'il vous plaît. Bruxelles, s'il vous plaît. Bref. Tout ce que vous voulez, mais bref. Pas les 136 pages de la merde de 2005. J'ai pas le temps. Hein. Bon, bref, merci. Avec quelques défis communs et des actions précises, traçant les priorités d'action de l'Union et leur calendrier de mise en œuvre pour les 5 années à venir. Bon, alors on va voir en quoi tout ça va consister, comment ça va s'articuler avec les grandes négociations en cours tout là-haut. Moi, à mon avis, il y a 3 possibilités. 1, de toute façon, tout a pété d'ici là, et donc il n'y a pas de convention, de consultation, ni démocratique, ni citoyenne, parce que c'est le bordel. C'est pas exclu du tout, ça dépend des Italiens essentiellement. 2, c'est quand même pas très probable que ça pète d'ici là, donc on aura bien quelque chose qui va se passer. Ça va faire beaucoup de fumée, ça va permettre de blablabla, ça va agiter les journalistes qui pourront parler de l'Europe et s'extasier sur le fait qu'il y a un enthousiasme renouvelé pour le projet européen, brrr, roulement de tambour, bam, coup de cymbale. Et puis à la sortie, bon ok, une fois qu'on aura fini tout le blabla, il y aura une discussion entre Français, Allemands et Italiens. Peut-être les Espagnols seront invités, et encore j'en suis même pas sûr. Le thème de la discussion, ça sera en gros combien de points de PIB l'Allemagne est prête à transférer aux pays de l'Europe du Sud pour éviter l'explosion de la zone euro. Et maintenir l'euro qui lui rend service parce que ça permet ça lui évite d'avoir une monnaie, le mark reconstitué qui s'envolerait, quoi. Donc je pense que si les Allemands disent 1%, les Italiens vont leur dire non, ça suffit pas. Si les Allemands disent 2%, les Italiens vont dire non, ça suffit pas. Puis là, les Français vont dire aux Italiens, bon, si, allez, ça suffit. Alors, les Italiens vont dire 2,5%, et c'est bon, 2,5%, et c'est bon. Et là, je pense que les Allemands vont dire en gros, bon, bah, on va discuter entre nous. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Le SPD veut à tout prix sauver le projet européen. Donc évidemment, si on demande à Martin Schulz, il va dire, mais évidemment que les Allemands doivent payer, c'est ce qu'il a déjà dit il y a quelques années. Le problème pour Merkel, c'est que si elle doit faire avaler ça
à son propre parti, ça va être très compliqué. Alors là, on verra ce qui va se passer. Et en fonction de ce que décideront les Allemands, il y aura un accord ou il n'y en aura pas. Et on replâtrera le machin pour le faire durer encore quelques années. En essayant d'optimiser, en fait, pour les intérêts économiques à court et moyen terme, et basta cosy. Je pense que c'est la seule chose qui réglera vraiment le truc et que toutes ces conventions démocratiques, alias consultations citoyennes, ça sera du pipeau, mais je peux me tromper, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant, peut-être que ça va vraiment déboucher sur une feuille de route claire avec une véritable unification fiscale, imposée au forceps au besoin à certaines puissances qui sont derrière un pays comme le Luxembourg, mais je n'y crois pas. Alors, j'allais oublier, ça va me faire la transition avec la tendance suivante, c'est-à-dire la guerre hors limite. J'allais oublier que aussi maintenant en Europe on a un autre problème, c'est la Turquie. Car la Turquie frappe à la porte. Et alors, quand je dis frappe à la porte, c'est frappe à la porte. Donc, Erdogan est venu à Paris il y a quelques jours. Macron lui a dit écoute, on va plutôt chercher à développer une coopération renforcée plutôt qu'à faire rentrer vraiment la Turquie dans l'Union européenne. Alors sur le moment, Erdogan apparemment n'a pas dit non. En tout cas, le retour que nous en avons eu en France, c'est que, il y avait eu un relatif accord entre Macron et le leader turc pour essayer effectivement d'aller vers la définition d'un partenariat plutôt que vers une intégration pure et simple. Ça se comprend que Macron prenne ce genre de position, en l'occurrence, c'est une simple question de bon sens, juste quelques petits rappels. Il y a quelques mois, un cargo battant pavillon turc a été la cible de coups de feu des gardes-côtes grecs parce qu'il avait refusé de suivre leurs instructions en mer Égée. Les gardes-côtes grecs soupçonnaient la présence de stupéfiants à bord. Ankara a condamné un acte qu'il a jugé disproportionné. Alors, quand on sait que, au départ, qu'est-ce que c'est le parti qui est actuellement au pouvoir en Turquie? C'est une émanation des frères musulmans, d'une confrérie musulmane, je vais essayer de prononcer le nom, les Naqshbandis, je ne vous garantis pas la prononciation, et tout ça c'est un petit peu marié à fonctionner en s'adossant à des éléments de l'État profond qui n'étaient pas opposés aux frères musulmans et à cette confrérie, et à la mafia turque. Bon, là aujourd'hui ce qui s'est passé, c'est que ce qui liait l'AKP à l'ancien État profond kémaliste a été balayé. Les frères musulmans eux-mêmes ont maintenant, semble-t-il, en grande partie perdu le contrôle de l'AKP, et on a un État qui est probablement en grande partie entre les mains de la mafia. Je crois que l'État turc aujourd'hui, me semble-t-il, je ne parle pas turc, je ne connais pas bien ce pays, mais je crains que l'État turc, et d'ailleurs je le crains, je le précise, d'abord pour le peuple turc, qui est un grand peuple et qui mériterait autre chose que ça, je crains que cet État ne soit mafiatisé. Et que la réaction d'Ankara, quand il y a eu cette histoire, montre qu'on a une grande puissance militaire qui est prête à appuyer des groupes de trafiquants de drogue. Je crois que c'est à ça qu'on a affaire maintenant dans cette partie du monde. Peut-être je me trompe, encore une fois je connais mal, mais c'est la sensation que ça me donne. Là encore, plus récemment, pour voir un peu comment fonctionne l'actuel gouvernement turc, il y a un monsieur Yigit Bulut, je ne vous garantis pas la prononciation, un conseiller proche de M. Erdogan, qui, semble-t-il, a menacé physiquement le Premier ministre grec ainsi que ses ministres, à propos d'une histoire de contestation de frontières. Il y a des îlots en mer Égée, on ne sait pas s'ils sont à la Grèce ou à la Turquie. Bon. Monsieur Bulut a parlé tout à fait comme un truand des bas-fonds stambouliotes. Il a dit, si Monsieur Tsipras s'avise de toucher à ces îlots, je vais lui casser les bras et les jambes.
Voilà ce qu'est le gouvernement turc actuel. Alors, donc, position de Macron compréhensible, on va plutôt développer un partenariat plutôt que l'adhésion pure et simple. Sur le moment, Erdogan ne dit ni oui ni non, et puis, quelques jours plus tard, ça s'est passé là tout récemment, il va en Italie, et là, il rejette toute option autre qu'une adhésion à l'UE, il balaye la proposition de Macron dans un entretien publié dans la Stampa. L'Union européenne, dit-il, doit maintenir les promesses faites à la Turquie. Alors, moi je veux bien tout ce qu'on veut, hein, mais il faudra quand même à un moment expliquer à nos amis turcs que quand on veut intégrer un club, on commence pas par expliquer qu'on va casser les bras et les jambes à un des membres du club. C'est pas la meilleure manière de se faire accepter, hein. Et alors cette Turquie, c'est là qu'on va raccorder en plus à la question de la guerre hors limite. Il faut bien voir que cette Turquie qui veut rentrer dans l'Union européenne, elle amène avec elle, si elle y rentre, tout le phénoménal bordel créé en Irak, en Syrie, et par contre-coup qui maintenant commence à contaminer la Turquie. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre aussi sur les réactions des Turcs, c'est que ce sont des gens qui probablement sont maintenant gagnés par la panique. Alors, concernant cette tendance guerre hors limite, on va pas balayer ce mois-ci tout ce qui s'est passé, parce que il y a un certain nombre d'éléments qui seront repris dans quelques semaines dans une vidéo de synthèse que je vais faire sur l'histoire de l'État islamique. On va plutôt, s'agissant du Proche et Moyen-Orient, se concentrer sur le problème de la Turquie. Parce que le chaos qui s'est instauré en Irak et en Syrie, un certain nombre de puissances ont fait joujou avec, dont d'ailleurs la France, qui en l'occurrence n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Et Erdogan, sur ce point-là, il faut lui reconnaître, il a marqué un point, a tout à fait raison quand il a renvoyé dans ses 22 un journaliste français d'une grande chaîne de télévision française qui lui disait « Mais attendez, c'est pas bien, les services secrets turcs ont armé Daesh ». Très intéressant d'ailleurs ce qu'a dit Erdogan, puisqu'il a dit en gros « Bon ça en fait ça a été fait par mon opposition, que j'ai maintenant mis en prison après le putsch manqué. Il n'y a que l'opposition qui a aidé Daesh. C'est l'opposition turque aussi qui a encaissé tous les bénéfices du trafic de pétrole. » Bon, ça, d'accord. Mais ensuite, ce qu'il a dit Erdogan, c'est très intéressant. Il a dit, mais on me reproche quoi, moi? Et les Américains qui ont, je cite M. Recep Tayyip Erdogan, qui ont envoyé 14 000 camions d'armes en Syrie. À qui ils ont pu les envoyer? À la soi-disant fantomatique et imprécise armée syrienne libre en reconfiguration permanente. On ne sait même pas qui c'est. Hein, parce que là-bas, il y a des mecs, si vous voulez, un jour ils sont Front al-Nosra, le lendemain ils sont Daesh, le troisième jour ils sont armée syrienne libre, et puis ils recommencent. Ça dépend de l'allégeance de leur katiba, à quelle brigade leur katiba est affiliée, et de l'allégeance de la brigade, à quel front leur brigade est affiliée. Alors démerde-toi là-dedans. Bon, 14 000 camions d'armes, il y en a une bonne partie qui est allée chez Daesh, c'est une quasi-certitude. Hein. Bon. Donc bref, tout le monde a fait joujou avec ça, et Erdogan a bien raison de le dire, mais le problème des Turcs, qui eux aussi ont fait joujou avec ça, monsieur Erdogan, eux aussi ils ont fait joujou avec ça, le problème c'est que c'est juste à leurs frontières. Alors l'effet boomerang, il arrive très vite. Donc ils commencent à paniquer. Ils paniquent d'autant plus que, comme à la mi-2016, il y a eu une tentative de renversement d'Erdogan très vraisemblablement inspiré ou en tout cas autorisé par les États-Unis, probablement parce que les Américains en avaient marre d'avoir à l'intérieur de l'OTAN un pays qui oscillait constamment entre l'alliance avec la Russie, la Turquie et la Russie ont des gros intérêts économiques en commun, et le rejet de la position russe. Eh bien, donc, bon, les Américains ont dû autoriser cette tentative de coup d'État, ça a raté,
Donc maintenant, on a une Turquie qui bascule plutôt du côté russe. Alors à mon avis, instruit par l'expérience, Poutine doit se dire quelque chose du genre, bon, si je serre la main à Erdogan, après chaque poignée de main, je vais recompter mes doigts, pour vérifier qu'il n'en manque pas, mais bon, ça m'arrange quand même de lui serrer la main, parce qu'effectivement, si la Turquie sort de l'OTAN, ce qui semble être pratiquement acquis maintenant, on peut dire que l'OTAN prend un énorme coup dans l'aile, et ça arrange bien les Russes. Bref. Tout ceci pour dire que quand les Turcs ont vu que les Américains constituaient en Syrie du Nord des forces kurdes armées importantes autour des YPG, que Ankara accuse d'être en fait la branche syrienne du PKK, qui est un groupe que Ankara considère comme un groupe terroriste kurde. Eh bien, M. Erdogan ne s'est pas posé de questions métaphysiques. Il s'est dit, si je laisse faire, là, je vais avoir une force hostile à ma frontière qui va lancer des raids sur le territoire turc et qui va tout simplement exporter la guerre civile syrienne en Turquie. Très probablement, les Turcs ont demandé aux Russes l'autorisation d'aller régler le problème. Les Russes ont dû accepter probablement pour deux raisons. La première, la plus importante, c'est que Poutine raisonne beaucoup visiblement en termes de stabilité. Il ne doit pas particulièrement porter Erdogan dans son cœur, mais il préfère avoir une Turquie stable, même dirigée par un voyou, à une Turquie instable. Et la deuxième raison, c'est que visiblement les relations entre les Turcs, entre les Russes et les Américains, Trump ou pas Trump, sont maintenant à nouveau très mauvaises. Lavrov a récemment fait un point sur ce qui s'est passé en 2017 et il a eu des mots très durs pour les États-Unis d'Amérique. Et donc les Russes ont dû se dire, c'est l'occasion d'aller montrer aux Américains qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en Syrie. Non, 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 c'est une zone d'influence russe. Il y a peut-être une troisième raison, mais ça je ne peux pas savoir. Les Russes ont en ce moment de gros intérêts énergétiques communs avec les Iraniens. La politique de Poutine, c'est de considérer que le concurrent gazier iranien est potentiellement un allié. Et même quelqu'un avec qui on peut faire du business ensemble, parce que les Russes ont des solutions techniques, en particulier en construction de gazoducs, qui peuvent intéresser les Iraniens. Comme les Russes en ce moment sont quand même, il faut se rendre compte du grand jeu qui est en cours, sont quand même en train d'essayer de tracer les gazoducs pour aller amener le gaz iranien à la fois vers l'Inde et à travers le Pakistan vers la Chine. Le tout dans le cadre de projets copilotés avec Moscou. Ils ont un peu d'autres problèmes et d'autres enjeux que des histoires de Kurdes qui veulent leur indépendance. Je précise, j'ai rien contre les Kurdes, je comprends très bien leurs rêves et je comprends leurs souffrances, leurs problèmes. Simplement, il faut situer le panorama d'ensemble. Comme les Iraniens n'ont pas envie d'avoir des Kurdes qui risquent de couper la route qu'ils ont maintenant établie vers la Méditerranée, eh bien, je pense que dans l'histoire, si vous voulez, les Kurdes risquent de se faire broyer dans un accord entre grandes puissances eurasiatiques, russes, turcs, iraniens, et qu'ils ont été utilisés comme des pions par les États-Unis, probablement sur commande du lobby pro-Israël, parce que les Israéliens, eux, veulent utiliser les Kurdes aussi pour bloquer le corridor chiite vers le Hezbollah, entre Téhéran et le Hezbollah. Vous imaginez un peu toute la partie qui est en train de se jouer, c'est très compliqué. Eh bien, je pense que les Kurdes vont une fois de plus se faire écraser dans cette convergence d'intérêts des grandes puissances eurasiatiques
Et le seul mal que je souhaite aux Kurdes, c'est de ne plus se laisser manipuler, de ne plus avaler que on va fabriquer un grand Kurdistan, parce que ça ressemble à un mirage qu'on leur agite sous le nez pour les utiliser. Dans la réalité, si les Turcs, les Russes, les Iraniens se mettent d'accord, c'est tant pis pour les Kurdes. Les Américains ne vont pas risquer la Troisième Guerre mondiale pour le Kurdistan. C'est bien évident. Donc voilà où on en est, et voilà la situation en particulier de la Turquie, qui est donc intervenue au nord de la Syrie. M. Erdogan a envoyé l'armée turque faire le ménage dans les zones où les Américains étaient en train d'installer ces forces kurdes, de les équiper. Est-ce que ça s'est fait avec ou contre Bachar el-Assad? C'est très difficile à dire. Ankara a dit qu'il avait prévenu Damas avant de le faire. Et la République arabe syrienne, elle, par la voix de ses représentants, a fait savoir que non, pas du tout. Elle n'avait pas été informée de l'opération turque avant que celle-ci ne se déroule. En même temps, je n'ai pas vérifié depuis 48 heures, mais enfin la dernière fois que j'ai regardé, il n'y avait pas eu de réaction militaire de l'armée arabe syrienne. Je pense que les Russes ont dû probablement dire aux Syriens de laisser faire, et puis après on verra. Mais déjà, ça va sécuriser les Turcs, ça va les calmer, et puis ensuite on pourra reprendre la discussion. C'est probablement ce qui s'est passé. Il faut se souvenir que tout ça se produit au moment où, à Sotchi, la Russie organise un congrès de dialogue national syrien. Qui est une démarche parallèle aux négociations qui ont lieu par ailleurs à Vienne. Je pense que les Russes organisent ce congrès parce qu'ils pensent qu'en fait le vrai rôle des négociations de Vienne, c'est de faire en sorte que surtout ça n'aboutisse pas. Parce qu'il y a des gens qui veulent que le conflit syrien se prolonge. C'est la recherche de cette solution politique qui guide les Russes. Comme ils savent qu'il n'y aura pas de solution politique sans l'appui des Turcs, ils veulent que les Turcs puissent être tranquilles par rapport aux menaces qui peuvent se produire sur leur frontière sud. Voilà. C'est mon analyse des événements. Et encore une fois, la Turquie, qui frappe dans tous les sens du mot à la porte de l'Europe, est en plein là-dedans. Voilà où ça conduit de ne pas avoir défini les frontières de l'Europe. On a maintenant des types qui sont plongés en plein dans une situation extrêmement explosive, qui peut déboucher à tout moment sur une guerre ouverte incontrôlable, et qui disent que on leur a promis de les inviter chez nous, et ce qui fait qu'ils arriveraient avec tous leurs problèmes. Bien pensé la construction européenne. Au-delà du Proche et du Moyen-Orient, ce qui frappe actuellement, c'est que la tension en fait est en train d'augmenter un peu partout. Je vais juste citer quelques faits, une petite rafale là d'informations que j'ai relevées, mais qui donnent une idée de ce qui se passe. En Algérie, donc le pouvoir tente actuellement de réduire les importations en suspendant les importations de produits de luxe. Alors il faut savoir que ça inclut la mayonnaise, qui est considérée comme un produit de luxe en Algérie. C'est une réaction en fait d'un gouvernement algérien qui est dépassé par la dégradation de la balance des paiements. L'Algérie, c'est aussi un pays qui fête pour la première fois cette année le Nouvel An berbère. C'est la première fois qu'il est décrété férié dans un pays d'Afrique du Nord. C'est sans doute une concession accordée par un gouvernement fragilisé à une population qui menace de déclencher des troubles civils. En même temps, en Tunisie, les troubles civils, ils ont déjà eu lieu. Alors c'est pas pour des raisons identitaires berbères, ou alors seulement très à la marge, parce que la Tunisie, je crois, n'est pas très berbère. C'est parce que simplement ils ont faim. Ils ont fait la révolution il y a 7 ans. Ils y ont peut-être un peu gagné en liberté, peut-être un peu,
mais ils y ont encore perdu en pouvoir d'achat. Alors comme déjà avant ils n'avaient pas grand-chose, maintenant ils ont pratiquement plus rien. Donc la Tunisie est au bord de l'explosion. Vous croyez que tout ça c'est spécifique au monde arabe? Absolument pas. Il y a une autre partie du monde où ça commence à bouillonner doucement, c'est le Venezuela. Aux dernières nouvelles, il y a une forte augmentation du nombre de Vénézuéliens qui se trouvent en Colombie et en Équateur. Il y a une très forte augmentation des mouvements pendulaires de Vénézuéliens qui viennent dans ces pays également pour acheter des produits désormais indisponibles dans leur pays, en particulier les médicaments. Le Venezuela est manifestement pas loin de l'écroulement économique. Autre petite annonce intéressante, il y a eu un gang qui s'est déroulé récemment à Hawaï, qui je vous rappelle est sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Il y a eu une fausse manœuvre d'un opérateur, d'après ce qu'on nous a dit, et le système d'alerte antimissile balistique s'est déclenché. Alors ça peut être une vraie erreur, mais si c'est le cas, leur système est très mal conçu, parce que ça veut dire qu'avant d'envoyer des messages à des centaines de milliers de gens pour leur dire planquez-vous, il y a un missile qui arrive, il n'y a même pas une case à cocher du genre oui je confirme, c'est juste tu appuies par erreur sur le bouton et boum ça part. Ça me paraît un peu gros. Moi si j'avais un pari à prendre, j'en sais rien, mais si j'avais un pari à prendre, c'était un test. Pour voir comment ça allait se passer et en combien de temps la population pouvait se planquer. C'est pas exclu parce que la Corée du Nord, on sait jamais. On sait jamais. Bien entendu, la guerre continue au Sahel. On a encore des soldats français qui se sont fait tuer récemment dans un attentat à la voiture suicide. Et d'une manière générale, la situation sécuritaire a tendance à se dégrader au Sahel. Parce que l'armée française y est allée, elle a pu un peu remettre un peu d'ordre, mais ça coûte cher, on n'a pas beaucoup de troupes, on n'a pas beaucoup de moyens à y consacrer. D'ici à ce qu'à l'occasion d'une prochaine grande récession et d'une forte dégradation économique mondiale avec une chute de tous les coûts des prix des matières premières, on ait des zones entières en Afrique qui finissent de sombrer, il n'y a pas loin. Au Kosovo, tiens, encore une autre petite information, un leader serbe partisan du dialogue avec la majorité albanaise, un monsieur Oliver Vanovic, s'est fait tuer. Et cet assassinat bloque les discussions entre les deux communautés. Là aussi, on a une zone où ça mijote, on ne nous en parle pas, mais c'est toujours là, ça mijote. Hein. Puis attention, les Serbes, ils ont de la mémoire, ces gens-là. Hein. Et puis, en Ukraine aussi, il se passe des choses intéressantes. La Russie a d'ailleurs accusé les autorités ukrainiennes de se préparer à une nouvelle guerre, après le vote d'une loi à Kiev qualifiant d'occupation temporaire russe le conflit armé depuis 4 ans dans le Donbass. La loi en question dénonce une agression armée russe et qualifie donc de territoire temporairement occupé les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk. L'Ukraine, qui a de grosses difficultés économiques, peut d'ailleurs basculer un peu dans n'importe quelle direction. Il y a plusieurs signaux qui ont été reçus ces dernières semaines qui semblent indiquer que la montée en puissance des ultranationalistes en Ukraine commence même à inquiéter les gens qui au départ les avaient aidés. Il n'est pas exclu qu'il y ait un risque de perte de contrôle de ces mouvements par les centrales de renseignement étrangères, essentiellement américaines je pense, qui sont sans doute parvenus dans une certaine mesure à les verrouiller, sont sans doute parvenus dans une certaine mesure à les utiliser, mais qui ne les contrôlent pas forcément parfaitement. Et il est clair qu'il y a là des acteurs qui peuvent perturber la marche des choses de manière erratique, dans une zone où c'est extrêmement explosif, parce que comme les Russes se sont quand même,
qu'ils le disent ou non, bien engagés au Donbass, ils peuvent pas perdre la face. Voilà. Quelques petites notes de détail, quelques petites touches. Alors, que dire en synthèse? En ce début d'année 2018, eh bien moi, je vais vous dire ce que je pense. Ça fait maintenant 3 mois qu'on suit l'actualité. Alors, je me suis donné pour l'instant quelques grands axes prioritaires. Quand je vois comment les choses évoluent sur ces grands axes, je me dis, voilà, on est dans un moment de l'histoire économique où ça va plutôt bien. Vous savez qu'il y a un cycle décennal dans l'économie mondiale. Là, on commence à basculer vers la fin de la période de croissance d'un cycle décennal. C'est-à-dire que on est au moment où apparemment ça va le mieux, mais où bientôt ça va commencer à aller moins bien. Et on est par ailleurs, alors que l'économie mondiale finalement ne va entre guillemets pas si mal à ce stade, on en est là, avec des États-Unis dont les classes dirigeantes sont menacées d'explosion, avec une Union européenne au bord de la dislocation et dont on ne sait pas très bien comment elle pourra se reconfigurer, avec une guerre complètement hors limite qui prolifère à travers une multitude de conflits à différents niveaux entre différents types d'acteurs, en particulier au Proche et Moyen-Orient, mais pas seulement. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, je ne sais pas quand on va se prendre la prochaine récession dans la gueule. Et je pense, quand je me dis ça, que la deuxième moitié du quinquennat d'Emmanuel Macron ne va pas être un long fleuve tranquille. Voilà ce que je pense. Le mois prochain, dans quelques semaines, quand on fera la vidéo de février, donc cette fois je vais essayer de respecter mes délais et de la faire à la fin du mois de février, puisque là je fais la vidéo de janvier, début février. Le mois prochain, on va se concentrer sur la question économique, qu'on a assez peu traitée jusqu'ici, et on va regarder l'actualité économique de ces derniers mois, en France, en Europe et dans le monde. En attendant, je vous rappelle la prochaine note de lecture. Ce sera Fire and Fury, Inside the Trump White House. Comme je vous disais, c'est une problématique intéressante et on va l'approfondir à l'occasion de cette note de lecture. Je vous annonce par ailleurs mon actualité. Je serai le 17 février à Lille pour une conférence interactive sur le quinquennat d'Emmanuel Macron. On va faire joujou à simuler ce quinquennat en faisant tenir des rôles aux participants à la conférence. C'est à l'invitation de l'association Égalité et Réconciliation à la section de Lille, le 17 février. Et j'en profite pour vous annoncer également que je serai probablement dans quelques semaines à Toulouse à l'invitation de la revue Rébellion. Ça devrait être vers la mi-mars. Mais je vous en dirai plus quand je saurai exactement quand et comment ça se passe. Voilà. Et je vous dis donc à bientôt.